qu'il y a en Israël à peu près 1 million de mashkanta pour 465 milliards de shekels, ce qui est très important. Ce n'est pas le fait d'augmenter l'impôt sur le second appartement qui résultera l'augmentation des prix, mais surtout de construire énormément d'appartements. Nous avons le plaisir de retrouver, comme chaque mercredi, fidèle au poste, le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Alors Daniel, ce matin, il y a plusieurs titres, on en a même parlé ce matin dans les titres de la matinée, dans le premier journal d'information. On va commencer par le titre que vous vouliez commencer, par lequel vous vouliez commencer. Il s'agit du vote de la loi sur l'augmentation de l'imposition à propos de l'achat pour ceux qui disposeraient d'un second appartement, d'une propriété, d'une seconde propriété foncière, immobilière. Oui, effectivement, le gouvernement est allé très rapidement et a fait voter cette loi qui tend à dissuader les gens d'acheter une seconde maison ou une maison en dehors de la résidence principale pour investissement, par exemple, pour la louer aux autres. La loi qui est définitivement votée d'ailleurs va entrer vraiment dans les jours qui viennent en pratique parce que ça va être publié immédiatement au journal officiel. Il s'agit encore une fois de taxer l'achat, l'impôt sur l'achat du second appartement depuis le premier shekel. Jusqu'à 5 millions de shekels, il faudra payer 8%. Et après 5 millions de shekels, 10%. Donc c'est une façon de dissuader, encore nous avons dit, les gens qui achèteraient pour investir. Je voudrais faire plusieurs commentaires par rapport à ça. D'abord, la Commission des finances est en train de travailler pour permettre pour ceux qui n'ont pas encore d'appartement, c'est-à-dire souvent les jeunes ou qui n'ont pas encore réussi à avoir d'appartement, juste au contraire d'alléger l'impôt sur l'achat de la première maison. Il parle d'enlever tous les impôts jusqu'à 2 millions de shekels, mais encore une fois, c'est pas tout de suite, c'est pas encore maintenant que la loi va être votée, mais ils l'ont annoncé et apparemment c'est quelque chose qui va se passer dans les prochains mois. Une seconde chose qu'il faut dire, c'est que les chiffres ont été publiés, point de vue des mashkantaot, hier, qu'il y a en Israël à peu près 1 million de mashkanta pour 465 milliards de shekels, ce qui est très important. Encore une chose qui a été dit par les gens qui sont dans le métier de l'immobilier en disant que d'après eux, ce n'est pas le fait d'augmenter l'impôt sur le second appartement qui résultera l'augmentation des prix, mais surtout de construire énormément d'appartements, de vendre les terrains pour pouvoir acheter des appartements. Il y en a même qui prévoient une crise sociale majeure en 2022 à ce niveau-là parce qu'il manque énormément d'appartements. La population d'Israël grandit de façon plus importante que le nombre d'appartements qui est construit. On parle de démographie jusqu'à 15 millions de shekels dans plusieurs années, de 15 millions de personnes vivant en Israël dans les prochaines années, et on n'a pas encore, on ne construit pas d'appartements en fonction de ça, et comme il y a le problème de l'offre et de la demande, si on ne résout pas le problème d'une vente massive des appartements, le problème du prix de l'immobilier ne sera pas résolu. D'ailleurs, moi je pense, et pas seulement moi, beaucoup de gens en finance, et ça serait plus simple, les gens achètent des appartements pour les faire louer pour avoir un locataire, pour avoir une sorte de petite retraite, il ferait mieux de baisser par exemple, parce que c'est pas imposé jusqu'à 5 000 shekels, les frais, ce qu'on reçoit du locataire, il ferait mieux jusqu'à 5 000 shekels par exemple en bourse, de permettre les gens qui ont des obligations de ne pas imposer jusqu'au premier shekel. Une dernière chose très importante que je voudrais dire par rapport à ça, qui est un peu liée, c'est l'histoire. La chose suivante, cette semaine, il y a eu une jurisprudence d'un tribunal. Vous savez, quand on prenait le mashkanta, il y a ce qu'on appelle une assurance vie qu'on doit prendre. Il y avait quelqu'un qui avait 2 ou 3 mois avant sa mort, n'avait pas payé et avait 600 ou 700 shekels de retard.
et elle n'avait pas, elle n'avait pas vraiment reçu le fait qu'elle avait un retard. Et l'assurance, Migdal, c'est en l'occurrence, a dit, alors dans ce cas-là, tout ce qu'elle a assuré, l'assurance pour la Mashkanta, je l'annule. Et je veux rien payer, c'est 1 million de shekels. Son héritière, qui était sa sœur, est allée en justice, et la justice a dit, vous n'avez pas fait assez à Migdal, puis vous n'allez pas pour 600 shekels empêcher tout l'argent qui a été investi jusqu'à maintenant. Alors, on va maintenant parler d'un sujet qu'on a abordé dans le premier journal d'information, cette hausse assez substantielle de 50% de la solde des soldats israéliens, c'est le cas de le dire, la solde des soldats mensuels, des soldats israéliens, avec des salaires qui sont relativement, on va dire, honorable maintenant, ça, avec cette augmentation de 50%, c'est-à-dire on parle de 2400 à 3000 shekels pour des combattants qui ne sont pas officiers, il faut le préciser, 1200 à 1800 shekels pour ceux qui ne sont pas du tout combattants. D'où on va trouver ce budget-là pour satisfaire tout le monde? D'abord, concernant les chiffres, j'ai entendu justement le journaliste économique de la première chaîne de télévision Cannes qui a fait un podcast à ce sujet qui trouve que 3 000 shekels, c'est pas beaucoup. Pourquoi ne pas donner le salaire minimum, plus que 5 000 shekels, aux soldats qui risquent leur vie? D'abord, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut savoir que c'est venu, cette mesure-là, uniquement parce qu'il y a eu une grogne de la part même des députés de la majorité en disant « Vous avez donné dans le budget des dizaines de milliards de shekels aux gens qui ont des retraites de l'armée, aux gens qui gagnent énormément, et vous n'avez pas trouvé un shekel pour pouvoir donner. Il faut rappeler que ça a fait beaucoup de bruit, ça. C'est-à-dire que au même moment où le général, le chef d'état-major, augmentait les retraites des généraux, il ne rajoutait pas un centime, un shekel, au salaire des recrues, quoi. Oui, tout ça a suscité. Maintenant, pour répondre à votre seconde question concernant d'où viendra l'argent, il faut d'abord, de plus en plus, comme je l'ai dit, il y a une réduction du déficit budgétaire. Il a même été publié hier une prévision du Crédit Suisse sur l'année 2022 en Israël, que le déficit budgétaire va encore diminuer. Le déficit de la dette même d'Israël va passer de 75 à 71%. Ils sont très optimistes sur ce point de vue de croissance. Ils parlent d'une croissance de 5%. Et donc, l'argent se trouve facilement. Une partie viendra de l'armée et une partie viendra du ministère des Finances. Il y a eu 20 milliards en shekels qui est venu par surprise au gouvernement ces temps-ci, et donc il n'y aura pas de mal à trouver cet argent sans creuser de nouveaux déficits budgétaires. Je voudrais d'ailleurs à ce niveau-là juste rajouter une phrase que les rapports, on n'en a pas parlé, on a parlé beaucoup ces derniers temps, sur les devises, ça se calme un petit peu, l'euro qui était allé jusqu'à 3 shekels 44 et maintenant aujourd'hui je crois un peu plus que 3,50. Je dis ce que le Crédit Suisse dit aussi dans sa prévision, que le shekel l'année prochaine va se raffermir parce qu'il a une économie saine. Donc, encore je dis, il ne faut pas spéculer sur une baisse du shekel à moyen ou à long terme. Alors ça, c'est très important. Le troisième sujet que je voulais que nous abordions se rapporte à la Banque d'Israël. Et il se rapporte à la Banque d'Israël dans un cadre assez tout à fait particulier d'une anecdote qui aurait pu mal se terminer, qui finalement s'est bien terminé. Comment c'est possible que des dollars aient été brûlés dans un micro-ondes? D'abord des shkalim. Ah, c'était des shkalim, ah bon, d'accord. Bon. Voilà. C'est encore plus grave, on va dire, aujourd'hui. Je voulais aborder ce sujet parce qu'il a été abordé par la presse et il a une conséquence pour beaucoup de gens ici. Une vieille dame a pensé que pour enlever le corona de ses billets de banque de shkalim, ça serait bien de les mettre au micro-ondes. Et donc, elle les a mis au micro-ondes. Et après, ils ont été inutilisables, comme vous pouvez penser, puis ils ont été brûlés. Et il s'agissait de beaucoup d'argent. Et la Banque d'Israël a accepté de lui rembourser tout cet argent-là. Elle l'a donné à sa banque, et sa banque a envoyé la Banque d'Israël qui l'a donné. Alors, à ce niveau-là, et il faut savoir pour les gens, la presse a rappelé le fait que si il y a des millions de billets par an qui sont donnés par les banques à la Banque d'Israël pour que la Banque d'Israël rembourse des billets qui ont été abîmés. Si les billets ont été abîmés de façon accidentelle et qu'on peut encore voir le chiffre qui est marqué dessus et que à peu près la moitié du billet est encore bon, à ce moment-là, la Banque d'Israël rembourse ce qui a été abîmé. Et c'est très important parce que souvent,
on reçoit des espèces, et soit de quelqu'un, soit même, pas quand le cas il n'y a pas de problème, mais quand on reçoit de quelqu'un ou au marché ou n'importe quoi, des fois on a peur que le billet ne soit pas accepté. Il faut savoir que s'il est lisible et que si ça n'a pas été façon malencontreuse, il vous sera remboursé. Par contre, il est interdit de façon volontaire, c'est même une faute punissable criminelle, de brûler ou de détruire de façon intentionnelle des billets de banque. Intéressant, très intéressant. Alors, on va parler maintenant des dernières perles que les banquiers des différentes banques israéliennes nous livrent d'une certaine manière. Et il s'agit de perles, on va dire, qui sont adressées à des olim, des gens qui veulent ouvrir leur compte en banque dans leur banque, dans cette banque. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui. Je rappelle que je fais partie de Kalitam et du groupe Miskrus Ruyot dirigé par Ayala Bloom. Et il y a beaucoup de Olim, d'ailleurs, depuis aussi que j'écris dans Actualité Juive, qui se sont adressés à moi, ou même des gens de France, parce qu'ils ont différents problèmes face à la banque. Et il m'a semblé important ici, puisque c'est la suite du travail que je fais, de rapporter, c'est vraiment ces derniers temps, énormément de choses qui se passent par rapport aux Olim. C'est-à-dire que les banques en Israël profitent souvent du fait que les Olim ne connaissent pas leurs droits pour leur dire n'importe quoi. Ce que je vous dis sont des choses qui ont été données par les Olim, de noms de banques et d'endroits. Si quelqu'un, c'est-à-dire ce que je dis me semble tout à fait vrai et ne me sidère pas vu ce que je vois dans les banques. Voilà la première chose que j'ai. Dans une ville où il y a beaucoup de francophones, pour pas la nommer Natania, je ne dirais pas le nom de la banque, quelqu'un qui habitait Hadera voulait ouvrir son compte là-bas parce que dans son endroit à Hadera, il n'y avait pas de francophones. On lui a répondu, il y a trop de francophones dans cette banque, on ne va pas vous accepter. C'est interdit. Une banque, d'abord, ce n'est pas une raison pour ne pas accepter des clients, mais une banque ne peut pas refuser un client sur le fait qu'il ne parle que français. Donc, ça, il faut le savoir. Immédiatement, nous le signalons à Kalita. Vous pouvez même dire que vous connaissez le docteur Daniel Goudin Kalita. Souvent, ça aide, puisque je vais souvent dans des banques et ils commencent à connaître le nom de Kalita et le fait que quand ils entendent qu'il y a une organisation de Olim derrière, ils font attention. Une autre chose, quelqu'un qui était dans une banque a dit « Je ne suis pas content de votre banque, en plus, soit parce que je veux quelqu'un de français, soit parce que vous ne faites pas ce que je veux fermer mon compte. » Ils lui ont dit « On ne peut pas changer de banque, on ne peut pas fermer son compte pour passer à une autre banque. » Parce que comme ça, vous n'avez pas le droit de fermer votre compte. Ils ont profité du fait qu'il s'agissait d'un Olé Khadash qui probablement ne savait pas et pour lui vendre quelque chose qui n'est pas vrai. Oui, exactement. Et donc, au contraire, j'en ai parlé souvent ici, il y a une réforme qui est faite par la Banque d'Israël, qui a été votée et qui permet de pouvoir changer de banque comme on change de veste. Et donc, il n'y a aucun problème à ça. Et ne vous faites pas dire des choses de ce genre. Une chose très importante également, et ça concerne énormément de Français. Il y a des gens qui font venir de l'argent de France en Israël, surtout en ce moment-là. Il y a une possibilité qui est d'ailleurs beaucoup plus, qui coûte moins d'argent, c'est de faire venir déjà de France son argent en shekel, parce que les banques françaises permettent, au moment où on fait le virement, de vous choisissez, vous voulez votre argent en euros, en Israël, ou bien vous voulez le faire passer en shekel. Si on le fait de la seconde façon, on paye beaucoup moins de commissions aux banques. Maintenant, il y a des banques, ils m'ont dit, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'argent est venu en shekels et ils ont transformé les shekels en euros. Et alors, bien sûr, ils font ça parce qu'ils gagnent sur les deux côtés, parce qu'ils ont gagné les commissions et les frais de change. Mais c'est interdit. Il faut leur préciser, si mon argent, je le fais venir en shekel, je veux qu'il reste ici en shekel et qu'il soit transformé en euros. Et donc, voilà ce que je voulais dire ce matin. Bon, eh bien, on a fait le tour d'horizon de cette revue de la presse économique. Il est 8h55. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous ce matin.